Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais faire une intervention sur la question du repérage du statut tabagique dans une perspective de rétablissement. Je suis Anne-Cécile Cornibert. Pour situer mon intervention, je travaille au Centre ressources de réhabilitation psychosociale, qui est une instance non soignante, qui participe au développement du pouvoir d'agir des professionnels en matière de formation, information, qui anime un réseau de centres de réhabilitation psychosociale à l'échelle nationale, qui participe à la valorisation des bonnes pratiques et des savoirs expérientiels en psychiatrie, qui mène un certain nombre d'actions de lutte contre la stigmatisation à travers des dispositifs comme ZEST, zone d'expression contre la stigmatisation, et qui produit de la connaissance scientifique à travers une base de données qui inclut aujourd'hui près de 4000 usagers de la santé mentale et de la réhabilitation psychosociale. Voilà, donc quelques constats pour agir sur cette thématique de la dépendance au tabac associée à un trouble. Donc, parmi les constats pour agir, la consommation de tabac diminue en France de façon continue depuis les années 90, mais ce n'est pas vrai pour les usagers de la psychiatrie. Les prévalences sont situées entre 60 et 80% contre 27% en population générale. On constate que le repérage n'est pas systématique, ni l'incitation à réduire les risques associés au tabac. Le tabac impacte l'efficacité des traitements pharmacologiques, les dosages sont majorés pour les personnes fumeuses, et le tabac constitue le premier facteur de risque de mortalité évitable chez les usagers de la psychiatrie. Pour information, plutôt, je ne vais pas le détailler, mais je vous ai mis ce tableau issu d'un rapport de l'IRDES qui montre les taux de surmortalité des personnes présentant un trouble psychique sévère par rapport à la population générale. On voit effectivement que la mortalité prématurée est quadruplée. Et parmi ces raisons, les tumeurs, dont les tumeurs liées au cancer du poumon et les maladies cardiovasculaires. Alors, des moyens pour agir, une posture positive et centrée sur la personne, c'est ce qui fait converger les approches centrées sur le rétablissement et la réduction des risques, avec des approches qui permettent un accompagnement à la reconnaissance des forces et des limites, des expertises aussi des personnes en tant qu'usagères de la santé mentale et de l'addictologie. Le fait que chaque avancée puisse être présentée comme une victoire, qu'il n'y a pas de tentative qui ne soit une victoire sur ces troubles, avec toujours cette notion d'espoir qui doit prévaloir, et puis le fait que ici l'autodétermination et les conditions du pouvoir d'agir seront les moteurs du changement de comportement qui n'adviendra pas d'ailleurs que de la personne elle-même. Alors comment on peut favoriser le repérage de l'autodétermination? Plusieurs moyens, les stratégies motivationnelles, le fait d'apporter une information uniquement si la personne nous a autorisé à le faire, ça impacte beaucoup l'entrée dans la relation et ça peut vraiment favoriser la personne à écouter effectivement toutes les raisons qu'il y a à réduire sa consommation. Être en capacité aussi de présenter simplement les outils susceptibles d'accompagner les démarches d'arrêt sans se réduire à telle ou telle démarche, vraiment pouvoir être exhaustif pour que la personne ait le choix. On a aussi un certain nombre de grilles de repérage des consommations, d'auto-évaluation. L'idée, c'est toujours de pouvoir les utiliser en ayant explicité leurs objectifs aux personnes. De la même façon, un certain nombre de campagnes de prévention aujourd'hui font jouer le collectif, comme le mois sans tabac ou la journée mondiale sans tabac. Là aussi, ce sont des opportunités pour majorer la motivation. On doit aussi s'attendre à ce que nos propositions d'arrêt ou de réduction du tabagisme ne fonctionnent pas et qu'elles fonctionnent à un autre moment. En tout cas, de toujours s'autoriser à réitérer la proposition et ne jamais considérer que c'est peine perdue. S'autoriser aussi à proposer des alternatives comme la cigarette électronique. Alors c'est vrai que le dernier rapport de l'HESP n'est pas favorable, mais dès lors que c'est une démarche d'arrêt et qu'elle est accompagnée par un professionnel de santé, c'est un outil qui a fait ses preuves jusqu'à présent. On peut aussi travailler sur la motivation à l'arrêt, faire échanger les personnes, notamment des récits de vie sur leur histoire avec le tabagisme, qu'elles puissent se rappeler de leur petite victoire, que ça leur donne du courage pour reprendre effectivement une tentative d'arrêt, pouvoir aussi évaluer le niveau de dépendance physique, le niveau de dépendance psychologique. Un certain nombre de tests existent. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir former ensemble une équipe pour définir ensemble des objectifs réalistes, personnalisés, avec un certain nombre de questions qui peuvent aider à personnaliser cet accompagnement sur l'évolution à terme de la consommation de tabac, sur le fait de pouvoir réduire le tabac en supprimant telle ou telle cigarette le matin, le soir, sur l'idée que, effectivement, si on a déjà réussi à arrêter de fumer, comment on s'y est pris, et sur les stratégies qu'on avait réussi à mettre en place au lieu de fumer. Voilà. On peut aussi aller plus spécifiquement sur les stratégies d'arrêt, qu'elles soient substitution nicotinique, pharmacologie,
pouvoir annoncer qu'effectivement le traitement risque d'être assez long et assez intense, en tout cas les préparer à ce qu'il puisse y avoir des rechutes, mais ne pas renoncer pour autant, accompagner vers l'arrêt ou la réduction des consommations avec, comme je le disais tout à l'heure, des stratégies adaptées, des moyens pour suivre sa consommation, comme les calendriers, les carnets de bord des consommations. L'idée de pouvoir anticiper aussi le risque de reprise du tabac, notamment quand l'entourage fume, comment on va s'y prendre pour essayer de résister à la tentation. Il y a un certain nombre d'approches qui existent aujourd'hui, comme Make Every Contact Count, l'idée étant que chaque contact avec un professionnel autour de cette question du tabac peut être précieux, peut amener à des décisions davantage promotrices de santé, qu'on n'a pas à se sentir illégitime à parler avec la personne de son statut tabagique, à proposer aussi des temps ensemble pour travailler sur une possibilité de sevrage. En tout cas, l'idée étant que là encore, dans une trajectoire de vie, tout contact avec un professionnel sur ce sujet peut vraiment être décisif. Les approches motivationnelles, j'en ai parlé beaucoup, avec surtout l'idée de garder en tête constamment la notion de plaisir. Qu'est-ce qui va pouvoir nous faire plaisir autant que le plaisir qu'on éprouvait potentiellement avec la cigarette? Pour passer à l'action, au niveau des professionnels, ça se met de plus en plus en place, des ateliers de mise en questionnement où on peut travailler sur les raisons qui font que la gestion du tabac en établissement de santé est compliquée. Le fait qu'on n'a pas les aménagements nécessaires, qu'on aurait des besoins qui ne sont pas comblés, quelles sont les représentations que l'on a, est-ce qu'il nous manque des connaissances, est-ce qu'on a besoin de formation. On a aussi la possibilité de mettre en place des ateliers d'écriture, cette fois auprès des usagers, pour lancer une dynamique collective, que les usagers puissent renforcer ensemble leurs compétences psychosociales et prévenir l'usage du tabac. Voilà. Au niveau des données scientifiques, l'étude Scimitar Plus est assez encourageante, une publication récente dans le Lancet Psychiatrie, donc à haut niveau, avec les résultats que vous voyez ici. Je ne vais pas m'attarder, mais vous verrez qu'à 6 mois et 12 mois, les résultats sont tout à fait encourageants pour une intervention qui va combiner à la fois des apports liés aux thérapies cognitivo-comportementales et des traitements de substitution nicotinique dans le temps, avec un suivi très ténu et des conclusions qui laissent penser que, où qu'on en soit dans son parcours en psychiatrie, les professionnels de santé devraient demander systématiquement, si la personne désire s'arrêter de fumer, être en capacité de l'orienter vers les bons interlocuteurs pour assurer cette démarche, qu'ils puissent proposer des programmes qui soient personnalisés aux personnes qui présentent des troubles psychiques sévères pour les accompagner dans une démarche qui ne sera pas la même que lorsqu'on n'est pas en situation de problématique psychiatrique, avec des niveaux de consommation de tabac qui sont bien supérieurs et des besoins qui ne sont pas les mêmes non plus et qui ne peuvent pas être assurés par des programmes et des approches plus classiques. Voilà, en termes de ressources, alors ce n'est pas exhaustif du tout. Le manuel tabagisme et santé mentale qui a été réalisé par le RESPAD, auquel j'ai eu la chance de participer, qui a été publié en 2019. Plus récemment, l'OMS qui diffusait cette infographie et un guide repère sur la question de l'utilisation du tabac en santé mentale et les raisons d'agir. Le guide du FARES, psychiatrie, santé mentale et gestion du tabagisme, qui est réactualisé tous les ans avec des pistes très concrètes d'action à l'échelle des établissements de santé. Et enfin, les outils de la Fédération Addiction pour rendre plus tangibles l'ensemble de ces outils de co-construction et de développement du pouvoir d'agir, qui ont été développés par l'Union régionale des Hauts-de-France et dont je vous invite à prendre connaissance si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez évidemment me contacter via cette adresse email pour toute question par rapport à la stratégie du centre ressources à l'égard de cette question du tabac. Et je vous souhaite une très belle journée. Donc vous avez entendu Anne-Sophie Cornibert, qui est chef de projet sociale.